Bonsoir, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro spécial du Club de la Presse entièrement consacré aux résultats des élections législatives en Moselle avec nos partenaires médias de cette opération, le Républicain Lorrain et France Bleu. Pour le Républicain Lorrain, c'est Philippe Marc. Bonsoir Philippe. Bonsoir Jérôme. À vos côtés, François Pelleret. Bonsoir François. Bonsoir Jérôme, bonsoir tout le monde. Et puis en face, Arnaud Demerlet, rédacteur en chef de Moselle TV. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Jérôme Bergerot. Avec vous, eh bien, nous allons refaire le match puisque, comme je l'ai dit la semaine dernière, d'habitude c'est le Graouli-Mag à cette heure-ci, mais là nous allons refaire les élections. Je sais que j'ai des amateurs de sport et de football autour de la table, donc cette association d'idées va vous aller comme un gant, j'en suis certain. Voyons en résumé les 9 députés de la Moselle sur cette nouvelle mandature 2022-2027, avec donc dans la première circonscription Belkir Belhaddad, Ludovic Mendes, Charlotte Leduc, Fabien Di Filippo, Vincent Zettlinger, Kevin Pfeffer, Alexandre Loubet, Laurent Jacobelli et Isabelle Rauch, les 9 députés donc de la Moselle. Et alors, je sais que vous avez préparé cette émission, mais je vais vous poser une question tout de suite, pas piège, mais surprise. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Quelle est pour vous la plus grosse surprise du scrutin d'hier soir, Philippe Marc? Je pense que quasiment tous les résultats m'ont surpris. Honnêtement, c'est un vrai séisme électoral. 3 députés Rassemblement national qui sont qualifiés pour l'Assemblée nationale. 5 sortants En Marche qui sont battus. Les LR qui doublent la mise. La NUP qui passe un candidat. Enfin, vraiment, j'étais très très loin de m'imaginer de tels résultats. Ouais, quasiment, ouais, à part peut-être une ou deux circos. Autrement, je m'attendais vraiment pas à de tels résultats. Ouais. La surprise, s'il faut en choisir une, c'est peut-être un ou deux députés macronistes qui arrivent à sauver leur peau. Belkir Belhaddad. Ludovic Mendes avait un petit peu plus de marge, je pense, mais je pensais que ça passerait peut-être plus pour Grégoire Laloux du RN, ou alors peut-être une députée NUPES de plus. Finalement, une seule sur 4. J'aurais pu pronostiquer au moins 2 sur 4. Nous nous étions vus en fin de... Non, c'était la semaine dernière. Je vous avais demandé des paris, justement, Arnaud Demerlet. Et j'ai tout bon. Vous n'étiez pas très loin, Arnaud Demerlet. Donc, si je vous pose la question sur la surprise, il n'y a pas de surprise pour vous par rapport au scrutin d'hier soir. Non, pour moi, effectivement, les 9 députés, c'était ceux que j'attendais. Sur ce scrutin, en tout cas, pour moi, la vraie surprise, c'est quand même Charlotte. Vous avez les résultats du loto Non, toujours pas. Non, mais la surprise pour moi sur ce scrutin, c'est comme Charlotte Leduc. Je pense que personne n'aurait imaginé, en tout cas, cette finale entre Charlotte Leduc et Françoise Grolet dans cette 3e circonscription. Quand on se rappelle qui étaient au départ, notamment les 3 de la droite, avec Richard Liogé, Nathalie Collin-Osterlé et Marie-Jo Zimmermann. Ça me fait toujours sourire quand vous me parlez des 3 de la droite avec Richard Liogé, qui est quand même plutôt estampillé PS et qui a été dans la majorité de Dominique Gros. Mais oui, voilà, vous m'avez compris en tout cas. Disons majorité présidentielle. Présidentielle. Centre. Exactement. En tout cas, on pensait tous qu'il y en aurait au moins un des 3 au deuxième tour. Il n'y en a aucun. Donc c'est plus ça pour moi la surprise, cette confrontation entre Françoise Grolet et Charlotte Leduc. Après, la victoire de Charlotte Leduc, c'est une surprise, une demi, puisque quand on se souvient du premier tour, on s'attendait vraiment à ce retournement de situation, même si finalement l'écart entre Françoise Grolet et Charlotte Leduc est bien moins important que je ne le pensais. C'est vrai, oui, François. Je viens de penser à une autre petite surprise, peut-être la surprise dans la surprise, c'est le vote blanc dans les duels RN-NUPES, parce que je pense à Charlotte Leduc face à Françoise Grolet dans la 3e. 13%, plus de 13% de vote blanc. Jamais vu. C'est quand même assez élevé, et ce qui signifie qu'un certain nombre d'électeurs ont fait l'effort de se déplacer et ont refusé de choisir entre la NUPES et le RN. Peut-être considère-t-il que c'est l'extrême gauche face à l'extrême droite, et dans la 8e circo, pareil, le même duel, pareil, c'est au-dessus de la moyenne en tout cas, vers 7,5%. Donc ce vote blanc de ces électeurs qui ont refusé de faire un choix, et ce qui montre aussi que le front républicain là est terminé. Quand on a un duel NUPES-RN. Est-ce que c'est le fait aussi qu'il n'y a pas eu forcément de consigne de vote de certains éliminés? Tu parles de la 8e circonscription. C'est le cas par exemple de Brahim Hamouche. Donc c'est peut-être une explication. Et dans la 3e, Richard Liogé a dit « À titre personnel, je vote sans hésitation pour la NUPES ». Il nous l'a dit dès le dimanche soir du premier tour.
Et pourtant, 13%, plus de 13,5% de vote blanc, ça m'a impressionné. Philippe Marc. François évoque la Circo de Metz 3 avec ses 13,5% de vote blanc, mais il faut y ajouter aussi, il y a 2% de vote nul, et on est à 57% d'abstention sur cette Circo. Alors j'ai fait les calculs, mais ça veut dire qu'on est à 73% de vote blanc, nul ou d'abstentionnistes sur cette Circo. Donc Dans la troisième. Dans la troisième, ouais. Et Charlotte, 73% de gens qui n'ont n'ont choisi aucun des deux candidats en liste pour ce. C'est terrible, c'est terrible. Pour le dire autrement, Charlotte Leduc a été élue avec 18% des inscrits. Et pourtant, elle fait mieux que le score de Richard Liogé il y a 5 ans, puisqu'elle fait plus de 14 000, me semble-t-il, voix, alors que Richard Liogé n'avait pas franchi cette barre. Donc c'est quand même aussi surprenant. Ça pose cette question de comment faire revenir les électeurs vers les urnes, et on l'avait évoqué, mais je ne suis pas sûr qu'autour de la table, même si vous avez les chiffres de l'auto pour la semaine prochaine, vous ayez la solution à cette question, une réponse à cette question. Alors voyons maintenant avec les familles politiques, une par une, ce qu'elles ont réussi à faire et ce que vous en tirez comme conclusion. Donc vous le savez, le Rassemblement national envoie non pas un, non pas deux, mais 3 députés mosellans à l'Assemblée nationale dans les 6e, 7e, 8e circonscriptions. On va voir ça en images, voilà. Avec Kevin Pfeffer, Alexandre Loubet, Laurent Jacobelli. Je vais vous entendre dans quelques instants, messieurs, sur ces résultats. Néanmoins, ce que je voudrais rajouter, c'est que ce sont des poids lourds du parti de Marine Le Pen. Le premier, Kevin Pfeffer, est trésorier. Le second, Alexandre Loubet, responsable de la communication du parti. Et le troisième est le porte-parole de Marine Le Pen. Autant dire que la grosse artillerie avait été mise sur ces circonscriptions pour gagner, Philippe. Oui, effectivement, ça une stratégie qui a payé, à l'évidence. Ce qu'on peut dire, c'est que le front anti-Macron a aussi pris le dessus sur le front républicain. Dans ces circonscriptions, en tout cas, on avait 2 élus du RN qui étaient opposés à des macronistes. Et pour le coup, ils l'ont remporté, mais alors largement, parce que quand on regarde les scores, Kevin Pfeffer, il est à 56% de mémoire. Presque 57. Alexandre Loubet, il est à 55%. Donc, ce ne sont pas des petites victoires à l'arraché, quoi. Il y a vraiment des victoires écrasantes. Pour Laurent Jacobelli, c'est plus juste, hein, la victoire, mais ça reste quand même une victoire assez nette. Donc on a effectivement trois ténors qui s'imposent. J'en discutais ce matin avec un élu de gauche dont je tairai le nom, mais qui me disait être époustouflé par le niveau des candidats du Rassemblement national élus. Le niveau politique et le niveau de qualité en termes de communication. Enfin, on voit qu'on a affaire à des gens qui sont vraiment ceux qui sont venus rodés, en Moselle, oui, puisqu'il y a eu un CV, oui, on parle bien de la Moselle. Ce ne sera pas le cas partout. Non, mais Kevin Pfeffer est mosellan. Il est né à Forbach, il est élu à Styrin, et lui aussi, il est quand même très à l'aise dans l'exercice politique. On l'a senti. Et voilà, donc avec l'exercice. Et qu'on était loin des moqueries des médias nationaux, et je cite Quotidien avec Yann Barthès, qui régulièrement montrait des candidats du Rassemblement national un peu perdus dans certains débats, alors pas en Moselle, mais dans d'autres circonscriptions. Tout ça pour dire que ces 3 députés-là, ils vont compter, je pense, en plus à l'Assemblée nationale, puisqu'effectivement, ils ont un certain niveau politique. Dans les surprises sur lesquelles je vous interrogeais, vous ne les avez pas citées. Donc, autrement dit, vous n'êtes pas surpris de leur élection, François Pelleret, 6, 7 et Non, 8e circonscription. j'en voyais en effet 2 ou 3 élus, c'est ceux-là. Ça a été quand même, je trouve, un peu plus serré que ce que j'imaginais pour Laurent Jacobelli, ce qui aurait été un petit revers quand même, du fait que ce soit un cadre du parti. Alors, c'est un particularisme mosellan, ça veut dire que la Moselle est ultra stratégique pour le Rassemblement national, pour avoir envoyé des candidats avec de tels CV chez nous, parce que parmi les 89 députés du RN, ils n'auront pas tous le même CV, pas tous la même aisance, pas tous le même niveau, comme disait Philippe. Le même niveau politique, je pense, que ces 3-là qui auront de très nombreuses prises de parole, ça c'est clair et net, ce qui montre bien que la Moselle, les chiffres ont été analysés depuis des années par le RN, et la Moselle est stratégique, et la Moselle est à l'image de cette poussée du RN en France. La Moselle est une terre qui est de plus en plus RN, plus qu'une poussée de gauche et de NUPES. Et dans la 8e circonscription, donc vous le disiez, c'est peut-être celle qui a été la plus serrée, même si je rappelle les scores, 52-43 contre 47-57, Laurent Jacobelli s'est imposé. C'est la plus surprenante parce que c'est une terre de gauche, il faut bien le dire. Ce sont les anciens sites sidérurgiques. C'est ça surtout qui interroge, qui questionne, Arnaud.
Oui, mais c'est vrai qu'à Hayange, Laurent Jacobelli fait quand même un super score avec 65%. Donc c'est vrai qu'il avait 1100 voix d'avance après donc le scrutin dans la ville de Fabien Angelman. Et puis pour la suite, on voit bien quand même si Céline Léger a fait mieux que de se défendre, on voit bien quand même qu'il y a une poussée partout en Moselle. Et je te rejoins, François, aujourd'hui, on peut le dire, la Moselle est une terre de Rassemblement national. Quand on voit dans notre département venir et Jordan Bardella et Marine Le Pen lors de ces derniers jours de campagne, il y a des raisons. On voit très bien que le département de la Moselle avait été ciblé par Marine Le Pen. A contrario, la Meurthe-et-Moselle, il n'y a, je crois, qu'une candidate ou un candidat du Rassemblement national. Donc il y a une vraie différence entre les deux départements. 3 sur 7, hein. Il y avait quand même 7 finalistes RN sur 9 et 3 ont été élus députés. 3 sur 7. Et je pense que c'est le tort de la NUPES, justement, de ne pas avoir soutenu assez sa candidate sur ce terrain. C'est vrai que Marine Le Pen est venue à Hayange, elle est venue à Saint-Avold, 2 circonscriptions qui ont été gagnées par le Rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon, on ne l'a pas vu en Moselle. Et c'est vrai qu'il est venu avant le premier tour. Il est venu avant le premier tour, mais on ne l'a pas vu dans l'entre-deux tours. Mais à Metz et à Jarny, oui. Ouais. Mais il n'est pas allé soutenir dans ces circos où il y avait besoin pour la candidate de gauche d'un soutien d'un poids lourd, parce qu'elle n'avait pas vraiment de nom sur cette circo, et elle avait besoin d'un soutien important, et ça aurait été un signe fort de venir la soutenir. Il l'a pas fait. Face à un adversaire qui passe sur les plateaux télé nationaux à peu près tous les jours ou tous les 2 jours. Ce que vous n'avez pas dit, c'est que les 2 premiers, donc Kevin Pfeffer et Alexandre Loubet, ont fait tomber quand même les députés sortants, puisque Céline Léger, elle, s'était qualifiée aux dépens de Brahim Amouche. Donc c'est une belle réussite aussi pour le camp de Marine Le Pen de faire tomber les 2 sortants qui sont. J'ai envie de dire, c'est même plus facile. C'est peut-être plus facile, et c'est pour ça que les scores sont d'ailleurs plus larges en faveur de ces 2 candidats, parce qu'on le voit bien. On a insisté lors de la soirée électorale ce dimanche. Il y a un vote anti-Macron, même si Isabelle Roche s'en défend. Donc c'est une explication, et c'est aussi une autre explication de voir que le score est beaucoup plus serré entre Laurent Jacobelli et Céline Léger, parce que effectivement, dans la veille de la Fench, il y a tous ces maires, il y avait quand même une vraie alliance, même s'il n'y a pas eu la venue de Jean-Luc Mélenchon. Tous les maires de la veille de la Fench ont vraiment essayé de soutenir la candidate NUPES du mieux possible. C'est la faillite du Front républicain aussi, ces résultats du RN qui l'emportent sur En Marche. On voit que jusque-là, le Front républicain avait fonctionné en Moselle, et jamais le RN n'avait pu accéder à la victoire. Et là, on voit que c'est terminé. Le plafond de verre a clairement sauté. Laurent Jacobelli l'a dit hier sur votre antenne, quand il a dit que les journalistes qui parleront de plafond de verre seront des journalistes anachroniques à partir d'aujourd'hui. C'est vrai que c'est terminé maintenant, ce pas est franchi. Un pas de plus de franchi. Et c'est une revanche aussi à l'extrême droite pour Marine Le Pen face à Éric Zemmour, qui a échoué dans toute cette période électorale, y compris les candidats zemmouristes aux législatives. Vous dites zemmouristes, vous. Reconquête. Zemmourien, Reconquête. Ils ont tous échoué, donc c'est une revanche pour Marine Le Pen contre tous ceux qui l'ont quitté ces derniers mois. Le plus bel exemple, c'est Florian Philippot. Et alors j'allais y venir. Voilà. Alors lui, c'était le premier. Qui n'existe plus. La dégringolade. Le premier, mais bon, ces derniers mois, il y en a eu quand même un certain nombre cet hiver. Et Florian Philippot, s'il était resté auprès de Marine Le Pen, il serait député aujourd'hui. Il n'a pas voulu attendre. S'il avait été candidat tranquillement avec l'étiquette RN à la place de Kevin Pfeffer, il était impatient. Il serait député aujourd'hui. Il avait cette étiquette il y a 5 ans. Ceci dit, c'est une destinée qu'ont connue tous ceux qui ont quitté le parti lepéniste, que ce soit sous Jean-Marie Le Pen ou sous Marine Le Pen. Et pourtant, il y en a qui... Voilà, on se souvient que tous les dissidents, à un moment donné, ils ont... Et pourtant, ça continue. Et ça continue. J'aimerais qu'on revienne sur le Front républicain. Brahim Amouche n'a pas souhaité donner de consignes de vote. C'est tout bénéfice pour le Rassemblement national. Est-ce que les électeurs suivent encore, d'ailleurs, ça c'est ma question, est-ce que les électeurs suivent encore ce que le déçu ou le grand patron de telle ou telle famille politique leur dit de faire ? Est-ce que vous croyez que ça fonctionne encore ? Moi, je ne sais pas si ça peut avoir une influence, mais jusque-là, il y avait ce combat, cette volonté d'aller combattre le Rassemblement national partout. Là, on voit effectivement un Brahim Mamouche qui est dans l'hésitation. On voit Patrick Veyten qui a envoyé son soutien à 7 candidats sur 9, mais à aucun des candidats où les finalistes étaient le Rassemblement national et l'Alliance de gauche. On voit le maire de Frémin-Merlebach, Pierre Lang, LR,
qui refuse d'apporter son soutien à En Marche face au Rassemblement national. On a vu la digue a cédé en plusieurs points en Moselle. Est-ce que c'est pour ça que le Rassemblement national a pu l'emporter? Ce serait peut-être excessif, mais en tout cas, on n'a pas senti de volonté, comme il y avait auparavant, de faire barrage au Rassemblement national. On a l'impression que beaucoup de ténors des partis classiques ont jeté un peu l'éponge. Et on a vu la Première ministre, Elisabeth Borne, dire oui, au cas par cas, on soutient des candidats de la NUPES. En gros, pas ceux de la France Insoumise, mais s'ils sont socialistes, écologistes, oui, on veut bien les soutenir. Le cas par cas du Front républicain aussi... ça fait que le Front républicain s'émiette. Arnaud de Merlet sur le sujet. Le front, la digue a cédé. Oui, clairement, on le voit bien. Un peu partout, il n'y a pas forcément de consignes de vote claires. Et effectivement, en Moselle, on l'a bien vu. Entre le Rassemblement national et les candidats de la NUPES, c'était un petit peu entre la peste et le choléra pour certains élus politiques. Donc forcément, on comprend un peu mieux que le Front républicain n'existe plus aujourd'hui. Je pense que c'est historique quand même. Entre l'élection présidentielle et là, cette élection législative, effectivement, il y aura un avant et un après. Je pense qu'aujourd'hui, et quand on voit en plus les ténors qui se sont imposés du côté du Rassemblement national, on se dit que pourquoi pas eux, parce qu'on sent qu'ils sont quelque part légitimes, parce qu'ils connaissent bien leur dossier. Médiatiquement, ils commencent à peser. Donc effectivement, on se dit qu'entre eux et puis des candidats qui peuvent découvrir la sphère politique, autant faire confiance à ces personnalités qui connaissent bien leur dossier. Voilà donc pour le... Pardon, Philippe. Je voulais juste ajouter, ça s'est senti dans les votes. Il y a beaucoup d'électeurs qui étaient perdus et qui se sont quand même rendus aux urnes. Donc on l'a évoqué sur la circonscription de Metz 3, mais je me suis amusé à compter. Et on a sur l'ensemble de la Moselle, on a 24 110 votes blancs et nuls. Ça représente 8,19% des inscrits. Donc ce sont des gens qui se déplacent, rappelons-le. Ce sont des gens qui viennent voter, déplacent. mais qui sont perdus et qui ne savent pas qui choisir et qui ont posé ces bulletins blancs et nuls dans l'urne. Donc c'est quand même énorme. Quoi. Plus de 24, quasiment 25 000 électeurs, c'est colossal. Mais ils font leur devoir de concitoyens, mais ils ne s'y retrouvent pas, effectivement, parmi les deux candidats encore en lice au deuxième tour. Sujet qu'on traitera peut-être dans les prochaines semaines dans Moselle Info avec l'équipe de la rédaction de Moselle TV. Allez, après les députés du Rassemblement national, 3 députés, le tsunami NUPES ou les candidates NUPES dont on pensait qu'elles allaient être élues un peu plus nombreuses à l'Assemblée nationale, et bien finalement le tsunami n'a pas eu lieu puisqu'il n'y en a qu'une seule. Il y avait Céline Léger, Lisa Lahore, Brigitte Weiss et c'est donc Charlotte Leduc, comme on le voit à l'écran, qui a été élue. Alors Arnaud me le disait hier soir, vous le disiez si vous suiviez cette émission spéciale depuis la préfecture, c'est sans doute la plus connue des 4, avec Brigitte Weiss sans doute, mais je veux dire une personnalité qui a l'habitude du combat, peut-être pas politique mais associatif puisqu'elle était la présidente d'Attaque, donc c'est une demi-surprise. Elle connaît aussi les arcanes un peu de comment fonctionnent les campagnes, comment fonctionnent les médias. Ce qui joue surtout en sa faveur, c'est la configuration du second tour, puisqu'elle se retrouve face au Rassemblement national. Je ne pense pas que si elle avait été opposée, par exemple, face à Richard Liogé ou Nathalie Collin-Osterlé ou Marie-Jo Zimmermann, on aurait eu la même issue. Je pense qu'elle profite effectivement de ce premier tour où elle se retrouve face au Rassemblement national. Après, Brigitte Weiss, comme on l'a dit en plateau, elle est... pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, mais elle est vraiment estampillée parti socialiste, donc c'est encore différent. Mais effectivement, mais des 3 candidates, on en a parlé un petit peu avant l'émission, des 3 candidates vraiment sur les 3 circonscriptions messines, pour moi, celle qui avait fait vraiment la meilleure impression, c'est Esther Lec. Je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie, parce qu'on en a déjà parlé, en parlant 309 voix de retard. À Belkir Belhaddad, je lui ai posé la question s'il estimait qu'il était miraculé, mais il l'est pour moi vraiment, parce qu'il s'en sort. Heureusement pour lui, tant mieux pour lui, mais clairement, il n'aurait pas dû être au deuxième tour s'il y avait eu vraiment alliance entre la NUPES et le Parti socialiste. Vous l'avez en travers de la gorge, en termes d'analyse. En termes d'analyse, oui, parce qu'effectivement, pour moi, Esther Lec aurait dû être au deuxième tour. Je pense que c'est passé pour Charlotte Leduc, contrairement à Céline Léger à Hayange, c'est que Charlotte Leduc est dans une circo à moitié urbaine, sur Metz. Il y a une grande partie rurale, certes, mais tous ces bureaux de vote messins, comme toutes les grandes villes de France, ont voté à gauche, ont voté NUPES. Et quand on est à Hayange, on n'est pas dans la même sociologie de votants. Donc je pense que c'est l'implantation, le choix de la circonscription qui a fait basculer ce vote en sa faveur.
Philippe Marc, sur Charlotte Leduc, des quatre, c'était celle qui avait le plus de chance selon vous au départ? Pour moi, je trouvais que c'était celle qui avait, si on enlève évidemment Brigitte Weiss, qui était quand même très, très connue dans le tissu politique local, les trois autres, c'était celle qui avait le meilleur CV par rapport aux deux autres candidates NUPES. Elle avait un peu plus de bouteilles, 41 ans, archéologue, ancienne présidente d'Attaque. Enfin, elle avait déjà un tissu associatif pour elle. Donc, je pense que c'est pas illogique pour moi que ce soit elle qui, au final, réussisse à accéder à l'Assemblée nationale. Après, la gauche locale peut se réconforter avec les résultats dans le PIO. Et à Pont-à-Mousson, il y a quand même deux autres députés de gauche. Caroline Fiat, c'est passé de justesse à Pont-à-Mousson. Et à Longwy, il y a quand même une victoire quand même de la NUPES face au député sortant macroniste, Xavier Paluskiewicz. Voilà, ça a été fait, ça, quand même, c'est pas rien. Il faut pas oublier que les très bons scores de Charlotte Leduc sur la ville de Metz, ils viennent pas non plus de nulle part. Aux dernières municipales, on ne parlait pas de NUPES, c'était une appellation qui n'existait pas, mais finalement c'est ce que Xavier Bouvet avait fait autour de lui, c'est-à-dire une alliance des gauches avec des communistes, des socialistes, des écolos, ça existait déjà finalement, et donc elle a pu labourer ce terroir qu'avait déjà vécu cette alliance de gauche, et donc je pense qu'elle en bénéficie aussi, puisque c'est clairement grâce au vote de la ville de Metz qu'elle est passée. Xavier Bouvet qui avait continué ce que Dominique Gros avait fait avec cette alliance des gauches. Mais qui avait failli réussir quand même, Xavier Bouvet, 197 voix. Oui, moins de 200 voix d'écart. Alors c'est pas le tsunami attendu, c'est une petite vaguelette, mais on se rappelle... En Moselle. Mais on se rappelle comme qu'il y a 5 ans, il n'y avait aucun candidat de gauche au second tour. Donc on voit en tout cas que quand la gauche s'unit, il se passe quelque chose, y compris en Moselle. Nous allons maintenant voir les députés sortants qui étaient donc ceux de la République En Marche à l'époque et qui s'appellent maintenant Ensemble. Ils étaient 8 sur la voie de départ, vous les voyez, ils sont là et hop, par magie, eh bien, il y en a 4 qui disparaissent, 5 même si je sais bien compter, puisque 8 moins 5, mon cher Aaron, n'est-ce pas, nous avons fait un peu d'arithmétique hier soir, 8 moins 5 font 3, Belkir Belhaddad, Ludovic Mendes et donc Isabelle Rauch. C'est pardonnez-moi l'expression, ce sera un peu trivial, c'est un sacré carton quand même pour la République En Marche, Philippe Marc. Une déroute, je pense qu'on peut employer ce terme-là. Quand on avait 8 circos sur 9 et qu'on se retrouve seulement avec 3 circos, c'est clairement une déroute. Après, est-ce que c'est surprenant de voir les 5 là sortir? Je dirais que j'étais un peu surpris par la défaite aussi écrasante de Christophe Arendt. Moi aussi. Voilà, sur les 4 autres qui sont sortis, c'est peut-être plus logique compte tenu de ce qui s'est passé sur leur quinquennat. Qu'est-ce qui vous a étonné, par exemple, pour Christophe Arendt, donc sorti 57-43, donc 57 pour Kevin Pfeffer. C'est l'ampleur de la défaite. Franchement, je pensais que le duel serait plus serré, que ce serait plus accroché. Et puis, je pense qu'il a pas forcément démérité sur sa circo non plus, même si son bilan a été fortement attaqué. Mais c'est quand même quelqu'un qu'on a vu un peu pendant son quinquennat, donc je suis un peu surpris. C'est le rejet d'Emmanuel Macron, je pense, qu'il a payé là, plus que... Est-ce que les gens se sont vraiment attardés sur son bilan à lui personnel? Je pense que dans le bassin houillé, il y a un très fort rejet d'Emmanuel Macron. Il y a eu des bastions de gilets jaunes quand même qui ont tenu et qui peut-être tiennent encore, qui essayent de faire revivre tout cela. Ce que j'observe, c'est que Emmanuel Macron voulait... faire disparaître l'extrême droite, c'est ce qu'il annonçait il y a 5 ans. Dans 5 ans, il n'y aura plus d'extrême droite dans les urnes et tout, et c'est exactement l'inverse que l'on constate 5 ans après. Donc c'est vraiment ça, un échec cuisant, je trouve, pour Emmanuel Macron, qui a une extrême droite qui n'a jamais été aussi forte, et puis une extrême gauche aussi, si on considère la NUPES. Là, il a totalement échoué là-dessus. Revenons sur Christophe Arendt et sur son élimination donc au second tour. C'était un député, puisqu'il n'y a pas si longtemps, on parlait des députés de la République En Marche à l'époque, qui étaient un peu transparents. Alors, je ne sais plus si c'est vous qui l'aviez dit avant le premier tour, ou si c'était votre confrère Hervé Boggio, mais qui parlait de transparence. Il était quand même présent, Christophe Arendt. Alors peut-être...
beaucoup plus sur la fin de son mandat en raison de la crise sanitaire en défendant le travail frontalier avec l'Allemagne. Mais on a le sentiment que, contrairement à Fabien Di Filippo d'une autre famille politique, le travail sur le terrain a moins payé là, dans sa circonscription, la 6e de Moselle. Oui, je confirme ce que vous dites. Effectivement, je pense que Christophe Arends, il n'a pas à rougir en tout cas de son mandat parce que depuis 5 ans, il a quand même labouré le terrain. Il a fait des bonnes choses, notamment au niveau frontalier. Malheureusement, comme François l'a dit, je pense qu'il paye sincèrement vraiment le rejet d'Emmanuel Macron vraiment dans cette circonscription. Et puis c'est aussi pour moi un bastion de l'extrême droite parce que quand on voit les scores de Kevin Pfeffer, mais également d'Éric Diligent et Florian Philippot au premier tour, parce que je l'ai dit sur ce plateau, il y avait une vraie réserve de voix pour Kevin Pfeffer après le premier tour. C'est pour ça que moi je ne suis pas forcément surpris par ce résultat, même si effectivement l'ampleur est quand même significatif. Après, je pense que c'est vraiment une question de dynamique. Aujourd'hui, sur le scrutin de 2022 par rapport à 2017, il y avait une dynamique folle autour d'Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, la dynamique, elle n'est plus là. Elle est égale à la déception qu'a pu procurer justement Emmanuel Macron pendant 5 ans. Et aujourd'hui, la dynamique, elle est pour le parti de Jean-Luc Mélenchon, mais également pour le parti de Marine Le Pen. Sans oublier, record d'abstention à Forbach, 65,5% d'abstention. Ça doit être peut-être le record de la Moselle. C'est quand même immense. Ce qui fait que Kevin Pfeffer est assez mal élu, avec 18% des inscrits. Mais est-ce que ce n'est pas l'habitude que nous allons devoir prendre, nous autres commentateurs et observateurs politiques? Parce que dans ce cas-là, c'est de la fatalité. On parle des municipales, on parle des départementales, les présidentielles un petit peu moins, mais encore, ce n'était pas non plus terrible en termes de participation. Est-ce que c'est un chiffre qu'il va falloir continuer à regarder? En tout cas, c'est un chiffre que les oppositions aiment mettre en avant, poser sur la table. Ça arrive à tout le monde, d'être mal élu. Voilà, on en a un exemple. Ça manque de clarté un peu partout. La gauche réexiste en Moselle parce qu'il y a une alliance. On verra si ça va perdurer. C'est moins sûr, mais ça manque de transparence. On l'a bien vu hier avec Belkir Belhaddad. Il reconnaissait avec tous ces noms autour du parti présidentiel, Renaissance, La République En Marche. Les gens ne s'y retrouvent plus. Ensemble, Horizon, qui est finalement avec le parti d'Emmanuel Macron. Donc, ce qui fait qu'Isabelle Roche, qui est une députée LREM, elle est pour Horizon, mais elle reste dans le groupe de la majorité présidentielle. Donc, c'est vrai que les gens ne s'y retrouvent plus. Et donc, ça, à mon avis, ça engendre vraiment ce rejet aujourd'hui de la politique. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait des choses claires, concrètes. Et c'est aussi ce que veulent les gens au niveau des dossiers, des débats. Ils veulent vraiment s'y retrouver, des choses qui les intéressent au quotidien. C'est pour ça que le pouvoir d'achat est la préoccupation principale. Je pense qu'il faut vraiment qu'on revienne aux choses un petit peu terre à terre. Philippe Marc, vous êtes d'accord avec ce retour à l'ancienne, droite-gauche, et puis peut-être un peu de centre, histoire de temps en temps d'avoir une sorte de point d'équilibre? Ouais, ce qui est sûr, en tout cas, ce qu'on peut déduire de ces résultats, c'est que l'étiquette En Marche, elle fonctionne plus. Ça, c'est certain, en tout cas en Moselle. Hein. Mais vous vous souvenez, en 2017, un candidat de droite battu avait dit n'importe quelle chèvre qui aurait porté cette étiquette. On l'a cité, donc on peut le dire, c'était Jean-François dans la deuxième. Des Républicains. Et donc, il avait eu ce discours-là. Aujourd'hui, on voit que cette étiquette, elle est devenue un handicap, un fardeau. Et donc, elle a alors que les élus auraient dû profiter de 5 années de mandat, et ben non, au contraire, ça a précipité leur chute. Mais quand on voit même au niveau national, le roi du petit pain au chocolat, Jean-François Copé, qui à peine le score LR appelle à rallier La République En Marche, le parti. Un pacte de gouvernement. Un pacte de gouvernement. On va en parler. Dans ce cas-là, pourquoi faire campagne pour son parti? Je trouve ça aberrant, en fait. Ce sont la chasse au poste, finalement. Vous n'avez pas parlé donc de la 7e circonscription et de Madame Hélène Zannier, qu'on aurait bien aimé avoir sur notre plateau, mais qui n'a pas souhaité débattre avec Alexandre Loubet. Mais même c'est la seule que l'on n'a pas entendue, et je trouve ça dommage. C'est un petit peu mon coup de gueule, mon cher Jérôme, parce que quand on vous êtes dans la version du club de la presse classique. Mais quand on est une personnalité publique, il faut assumer dans la victoire comme dans la défaite, et c'est vrai que on lui a proposé plusieurs fois de réagir après sa défaite. Elle n'a pas voulu répondre. C'est bien dommage. Elle paye les pots cassés sur cette circonscription. 55-41 contre 44-59 donc pour Alexandre Loubet. Hélène Zannier, ça faisait partie des députés que vous aviez identifiés au départ comme étant en gros danger. C'est clair, oui, c'est clair et net. Je lui donnais pas. Alors là, pour le coup, il n'y a pas eu de surprise. Elle a été battue
de manière claire et nette. Elle a très rapidement reconnu sa défaite hier soir. Pas grand-chose de plus à dire que comme pour Forbach à Saint-Avold, il y a un énorme rejet dans cette partie de la Moselle d'Emmanuel Macron. Philippe Marc. Ouais, on peut s'interroger effectivement sur sa discrétion dans cette campagne. Est-ce que c'est pas à l'image aussi de la discrétion de son mandat et finalement, est-ce qu'elle n'a pas payé tout ça? Elle sentait certainement la semaine dernière que ce serait très difficile pour elle de l'emporter. Elle a voulu s'épargner un débat, peut-être pour rien. Oui, mais un peu de panache. Dans la défaite, c'est bah oui, c'est Et de vrai. courage, Et on est oui. en démocratie, elle était partante vers la défaite, quoi qu'il arrive. Peut-être que le débat aurait pu changer un tout petit peu la donne, surtout que, par exemple, Anne Boucher souhaitait ce débat pour que justement les gens se rendent compte de la différence d'opinion et sur les dossiers et sur les choses concrètes justement que j'évoque. Je suis d'accord avec toi, Arnaud. Merci François. Je pense que là aussi, on en revient à ce qu'on a dit au départ. On avait trois personnalités très très hautes en couleur du côté du Rassemblement national. Et je pense que les affronter en débat, c'est pas facile. Même si on est élu à l'Assemblée nationale depuis 5 ans, je pense qu'on peut avoir peur de ce genre de débat et d'y perdre encore plus. Donc je pense que ça peut aussi. Mais par exemple, dans la 8e, il y avait l'opposition clairement de style entre Laurent Jacobelli et Céline Léger sur ce même plateau. Ce sont deux personnalités bien différentes et au final, alors je sais qu'on m'a taxé un petit peu d'être peut-être un petit peu pour la candidate NUPES, pas du tout, c'est simplement, et je réexplique ce que j'ai dit hier soir, entre vraiment Laurent Jacobelli, et tu l'as dit, qui est un poids lourd, qui fait des émissions, un professionnel et Céline Léger qui découvre la politique, il n'y a que 5 points d'écart, et c'est ce que j'insiste, finalement c'est pas grand-chose. Et donc effectivement, un débat dans cette 7e circonscription aurait pu permettre peut-être à Hélène Zénier de se confronter, de vraiment marteler ses avis, donc c'est vrai que c'est regrettable. Alors c'est Hélène Zanier, hein, c'est Bernard Zénier. J'ai dit quoi? Hélène Zénier. Hélène Zanier. C'est un mélange du Graulimag avec le club de la la voilà, presse exactement. spécial. C'est la passion, mon cher voilà, Jérôme. C'est la passion et la passion vous anime, c'est bien. Donc nous avons vu les 3 députés. On va les regarder encore une nouvelle fois. Donc les 3 derniers députés de la République en marche, d'ensemble. Comment vous les appelez maintenant? Renaissance? Non, c'est pas ça. C'est qui? Ensemble, c'est ça, ensemble, voilà, ensemble. Donc Belkir Belhaddad dans la première circonscription, Ludovic Mendes dans la 2e circonscription et donc Isabelle Rauch dans la 9e circonscription, les 2 premières étant des circonscriptions plutôt messines. Ils seront ensemble, mais peut-être pas si longtemps que ça, si on en croit les courants que chacun a choisis, puisque clairement Belkir Belhaddad et Ludovic Mendes sont vraiment très liés à En Marche. Pour le cas d'Isabelle Rauch, c'est moins évident, puisqu'elle c'est déjà une figure mosellane du nouveau parti d'Édouard Philippe, du nouveau mouvement en tout cas d'Édouard Philippe, Horizon. Et on sait qu'Édouard Philippe a des ambitions pour 2027. Et donc il y a un moment donné où il va devoir prendre son envol à l'Assemblée nationale aussi et où ses députés risquent de prendre un autre chemin que ceux qui suivent Emmanuel Macron. Donc je ne sais pas s'ils resteront ensemble si longtemps que ça aussi. Des 3 en tout cas, on s'y est pas attardé. C'est vrai que Belkir Belhaddad et Isabelle Rauch, leur réélection est plutôt logique. Mais Ludovic Mendes, c'était pas forcément celui qui était le plus attendu, parce qu'il a quand même vécu une mandature début de mandat un peu difficile. Assez compliqué. Et finalement, des 3, c'est peut-être celui qui fait même le meilleur score. C'est lui. Donc, il s'en sort vraiment très très bien. Non, pas mieux qu'Isabelle Rauch. Non. Mais il fait je mieux. crois qu'il fait mieux qu'Isabelle Rauch, parce qu'Isabelle Rauch fait 55,05 et lui Il doit fait 56. 6,41. Ouais, donc c'est lui qui fait le meilleur score. c'est lui le Donc meilleur effectivement, j'aurais pas parié avant même le premier tour que ça serait lui qui s'en sortirait le mieux. Ludovic Mendes, assez jeune dans le monde politique, qui a déjà annoncé que dans 5 ans, il passerait la main. Est-ce que ça peut jouer ça, Vous reprenez ma question. Est-ce que ça peut jouer sur le fait qu'on vote sur quelqu'un qui est assez transparent et honnête? Honnêtement, je pense pas que ça ait joué. Est-ce que tous ces électeurs étaient au courant de cet engagement? Bonne question. C'est une très bonne question. Il a fait quand même campagne, en tout cas au tout début, en vraiment insistant là-dessus, en disant que ça serait, quoi qu'il arrive, son dernier mandat. Voilà donc pour la famille politique ensemble. Restera-t-elle ensemble longtemps? Ça, c'est la question posée par Philippe Marc et nous aurons la réponse, je ne pense pas dans les mois qui viennent, mais dans les années qui viennent. On peut peut-être laisser quand même le temps
à l'Assemblée nationale de s'installer, au groupe de vivre sa vie, comme dirait un entraîneur de football. Une autre famille politique qui a le sourire, elle, même si on n'est pas dans la même proportion, c'est la famille des Républicains, puisque comme le disait hier soir depuis sa terre qu'il laboure, la Moselle Sud, et qu'il affectionne particulièrement, Fabien Di Filippo, avec le sourire et avec un peu d'humour, ils ont doublé leur score, puisqu'ils sont passés de 1 à 2, les Républicains qui sont satisfaits dans la 4e et dans la 5e circonscription. Voyez, on voit Fabien Di Filippo, Vincent Settlinger. Alors Fabien Di Filippo, c'est le meilleur score de toute la Moselle, avec presque 70% des voix. Et puis Vincent Settlinger avec 59,12% des voix. Un mot, on s'attarde pas trop longtemps sur Fabien Di Filippo, mais c'est oui. Les LR font les 2 meilleurs scores sur ce scrutin. Fabien Di Filippo, il n'y a pas débat, tout le monde était assez d'accord là-dessus sur sa réélection. On a expliqué aussi ici, il y a une dizaine de jours, qu'en plus, en face, il n'avait pas mis l'artillerie lourde de quelque bord que ce soit contre lui. Moi, je pense que ce qui est intéressant à noter dans la dynamique à droite, c'est que ce sont 2 jeunes élus, ils sont les 2 trentenaires. Donc ça montre la capacité des Républicains à se renouveler. C'est un petit message envoyé au cadre du parti. Non, mais pas forcément, parce que moi je suis surpris, honnêtement. Je l'avais dit sur ce plateau il y a 15 jours, je voyais vraiment les LR tirer leur épingle du jeu dans cette élection, et je pensais notamment qu'ils allaient être très forts sur Metz, où un autre choix avait été fait, justement, c'était celui de miser sur des élus très expérimentés. Et très honnêtement, je pensais qu'ils seraient déjà facilement au second tour pour au moins 2 des 3, et puis qui remporteraient des circonscriptions. Ça n'a pas été le cas, donc je pense que c'est quand même une déception pour les LR d'avoir seulement 2 députés. Mais ceci dit, ils ont doublé la mise, effectivement, et avec des jeunes donc, qui vont s'inscrire peut-être pendant quelques mandats sur le paysage. Donc ça, c'est intéressant. Sur Fabien Di Filippo. Alors c'est un 2 sur 2, déjà. Ils étaient 2 finalistes, 2 sur 2, 100% de réussite. Non, mais 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ce n'est que 2 aussi députés, mais moi j'ai envie de dire que les ennuis commencent, disons, les prises de tête commencent pour eux maintenant. Pour quelle raison ? Parce que le parti LR est déjà divisé entre Christian Jacob qui a dit « nous resterons, le parti restera dans l'opposition », lui c'est le chef du parti actuellement, et un cacique, Jean-François Copé, ancien président du MP, qui... l'homme des petits pains au chocolat, comme dirait Arnaud de Merlet. Voilà, qui est déjà prêt pour un pacte de gouvernement, et il n'est pas le seul. François Grosdidier, maire LR de Metz, l'a dit également en direct hier soir sur France Bleu Lorraine, il appelle à un pacte de gouvernement. Donc, à certaines conditions quand même. Un pacte, ça veut dire des conditions. Si Édouard Philippe dire, pardon, je suis déjà en 2027. Si Macron, Emmanuel, voilà, c'est son prénom, Emmanuel Macron revenait sur un certain nombre de façons de faire. C'est ce qu'a dit François Grosdidier ce matin la droite LR sur votre antenne. Est en train de se diviser déjà parce que c'est elle finalement qui va peut-être faire cette majorité qui manque tant à Emmanuel Macron. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un Premier ministre LR ? Je ne sais pas si je vais trop loin, mais en tout cas des ministres. Oui, et pourquoi pas des ministres socialistes aussi. Enfin bon, ça dépend de la formule que Emmanuel Macron adoptera pour pouvoir gouverner cette France qui, pour l'instant, n'a pas de majorité. Revenons sur cette 4e et 5e circonscription. Donc, Fabien Di Filippo, pas de discussion, c'était presque assuré d'avance, même si, comme on le lit dans le sport, rien n'est jamais acquis avant que l'arbitre siffle la fin de la partie. Sur la 5e circonscription, c'est un retour à la logique démographique politique de cette 5e circonscription, qui était celle de Céleste Lett, qui s'était fait un peu passer sous le nez par la vague à l'époque LREM. Oui, contre Nicole Trist, il avait perdu 48 contre 52 il y a 5 ans. Effectivement, ce sont 2 circonscriptions historiquement de droite. Pour revenir sur ce que tu as dit, François, on peut se douter en tout cas que Fabien Di Filippo, lui, il va rester dans son groupe. Je ne pense pas qu'il va rejoindre le parti présidentiel. Il nous l'a dit sur France Bleu également hier soir. Qu'est-ce qu'on a dit comme chose sur France Bleu ? Je ne vends pas mon âme. Voilà. Oui, lui, il est droit dans ses bottes. Et je pense qu'il sera encore une fois opposants les plus farouches exactement, à Emmanuel Macron. Donc l'un des trublions. C'est pour ça que je vous l'ai dit qu'il avait, entre guillemets,
pensait à un moment, je crois que c'est même vous qui nous l'aviez annoncé il y a une dizaine de jours, qu'il pensait avoir un cadre du parti face à lui, parce qu'il compte tenu qu'il était ciblé comme étant un opposant à il s'est Emmanuel retrouvé, Macron. apparemment, il l'a encore redit hier soir sur ce qu'il appelle une kill list, cette liste des députés qu'En Marche voulait faire disparaître de l'Assemblée nationale. Et donc lui était apparemment dessus. C'est le Canard enchaîné qui avait révélé l'existence de cette liste. Donc effectivement, il s'attendait à affronter un cadre, mais au final, ça n'a pas été le cas. Et puis il a affronté Émilie Kreiner du Modem. Donc même pas de La République En Marche. Nous étions dans la 5e circonscription, donc, et ce retour à un équilibre plutôt logique des forces politiques. Vincent Zettlinger, donc, qui remporte assez largement, quand même, 60-40 devant Marie-Claude Voinson. Pas de discussion, c'est un retour. C'était serré déjà au premier tour, puisqu'il y avait très peu d'écart entre Marie-Claude Voinson et Vincent Zettlinger. Et là, clairement, le report des voix de Nicole Triss a été en faveur donc, du maire de Rohrer-Barlebitch. Donc c'est vrai que ce succès n'est pas surprenant. Mais lui, Vincent Zettlinger, se montre plus souple vis-à-vis de la main tendue par la Macronie. Donc c'est pour ça que vous dites qu'ils ne seront peut-être pas côte à côte sur le banc. Ben voilà, le casse-tête commence pour eux deux. Nous allons voir. C'est tellement un retour d'ailleurs à la droite sur cette circonscription qu'on est dans une quasi-filiation, puisqu'il faut rappeler que Vincent Zettlinger, son grand-père, avait occupé le même fauteuil de nombreuses fois. 7 mandats, exactement. 7 mandats. Voilà, donc c'est un nom qui résonne et qui symbolise la droite sur cette terre et qui revient à nouveau à ce nom-là. Mais quand on entend ce que dit François entre la position de Vincent Zettlinger et Fabien Di Filippo, on comprend mieux pourquoi les Français, les Mosellans, en ont quelque part ras-le-bol de la politique. Puisqu'encore une fois, ils sont du même parti, ils ne sont pas d'accord. À gauche, au niveau de la NUPES, c'est en train de, pas d'exploser, mais pas loin. Donc c'est vrai que c'est quand même compliqué à comprendre qu'on fasse campagne pour un parti et qu'une fois on est élu, ben voilà, on regarde où le vent nous mène. Il est très old school, Arnaud Demerlet, et pourtant plus jeune. Il veut une droite, une gauche bien définie. Non, mais c'est simplement que quelque part, on parle souvent du FCMS, d'ADN, du centre de formation. Et ben, il faut être droit dans ses bottes. Quand on fait campagne, je suis désolé Jérôme, quand on fait une campagne pour son parti, et pour moi, il faut le faire jusqu'au bout. Il faut le défendre. Bah oui. Jusqu'au bout. Leçon de loyauté. La carte de la Moselle avec ses nouveaux députés, nous venons de les voir, donc de les passer en lice, les 9 circonscriptions. Voilà à quoi ça ressemble, la carte géographique. Ça va venir dans quelques instants et vous allez le voir. Donc c'est assez étonnant. Ce sont les 2 plus grandes circonscriptions qui sont évidemment au niveau géographique les plus importantes, mais pas en termes de démographie, qui reviennent aux mains des Républicains. Et puis vous le voyez donc ensemble, la NUPES et le Rassemblement national dans l'étau. Il y a un commentaire. rééquilibrage très net. Oui. Ça saute aux yeux. Ça saute aux yeux. Il y a beaucoup de bleu. Il y a beaucoup de bleu, alors qu'il soit foncé ou moins foncé. Et je vous propose que l'on regarde maintenant ce qu'on appelle le camembert au niveau national. Vous l'avez découvert sans doute dans vos journaux préférés, Le Républicain Lorrain, ou sur votre radio préférée sur France Bleu. Voici la nouvelle composante de l'Assemblée nationale avec 131 NUPES, 245 ensemble, et puis donc les LR qui sont 61 et le Rassemblement national 89. Le Rassemblement national, là aussi, marketing, communication, qui se présente comme étant la première force d'opposition, puisque dans la NUPES, eh bien, sur les 131, ils ne sont pas tous NUPES, il y en a 70, c'est ça, de LFI. Et il se trouve que cet après-midi, Jean-Luc Mélenchon a appelé à conserver un groupe unique de la NUPES à l'Assemblée pour repasser devant le RN et puis prendre tout ce qui va avec, les avantages, présidence de la Commission des Finances. Voilà, déjà, même pas 24 heures après les résultats. Non, restons tous unis, parce que sinon, tout ça, on l'aura fait pour rien. On sera comme ça dissous dans cette Assemblée nationale. Vous y croyez, vous, Philippe Marc? Mais j'y crois pas. NUPES qui tient. Non, on sent que déjà les socialistes comme les écolos ont envie de revenir dans leur groupe. C'est vrai que ça leur donnera plus de visibilité. Donc je pense qu'effectivement, cette NUPES, elle n'est pas amenée à durer. Il y a déjà une dissension d'Olivier Faure, le patron des socialistes. C'est pareil, moins de 24 heures après les résultats, il a dit nous, on est contre une motion de censure parce que Jean-Luc Mélenchon veut, dès le 5 juillet, en déposer une.
au discours de politique générale, et Olivier Faure dit non, pas en mon nom, pas en nom du PS. Voilà, première fissure dans cette NUPES. Ça va dans votre sens, Arnaud de Berlay, donc dans cette clarté que vous appelez de vos voeux. Là, visiblement, c'est pas très clair. On va le dire depuis le départ, c'est une alliance de façade. Je parlais De raison. Oui, ou de raison. C'est une question de dynamique, encore une fois. C'est la un dynamique. coup électoral magistral. Oui, de raison, Oui, parce Le que coup ça a électoral gagné. est magistral. Oui, Après, c'est vrai, mais c'est la dynamique de Jean-Luc Mélenchon après la présidentielle qui appelle à être nommé à Matignon. Tous ceux de gauche se sont dit, bah voilà, il y a un coup à jouer, parce que si on ne s'allie pas, on n'existera pas lors de cette élection. Donc on s'allie, on verra ce qui se passe. De toute façon, au pire, on perd, quoi qu'il arrive. Donc on comprend mieux cette alliance. Ça a marché, avec donc au niveau du camembert plus de 130 élus de la NUPES, mais chacun va reprendre sa liberté. Comment voir autrement? On voit bien par exemple en Moselle, il y avait quand même 4 dissidences sur les 9 circonscriptions. On voit que les 4 dissidents n'ont même pas fait 5%, mais on comprend encore aisément qu'à partir de demain, la NUPES ne va pas forcément exister en Moselle et en France. ça montre tout l'intérêt de cette stratégie. Effectivement, le score des dissidents socialistes. Du coup, on peut dire que Jean-Luc Mélenchon, quelque part, il a sauvé les socialistes et il a sauvé un peu les écolos aussi. Même si ça peut paraître surprenant et qu'aucun de ces deux partis ne l'admettra. Mais en tout cas, quand on regarde les résultats, ils sont encore bien représentés à l'Assemblée nationale. Et c'est grâce à cette stratégie d'alliance des gauches. La stratégie du RN et de la NUPES sur ce scrutin, je ne dis pas qu'ils ont eu tout bon, mais en tout cas, cette stratégie s'avère payante pour ces deux partis, ça c'est clair. En tout cas, je trouve que cette Assemblée nationale, beaucoup plus colorée que la précédente, est beaucoup plus représentative de ce que pensent les Français. Il y a eu un rééquilibrage. Le RN est réellement présent, alors que Mais vu le contexte, je pense qu'il faut quand même faire des réformes rapidement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, sur le ton un peu de la plaisanterie, c'est ingouvernable. Donc bon courage pour faire des réformes, alors que la France en a besoin. Au travail de la coalition, mais est-ce que c'est pas mieux finalement que les Français soient mieux représentés proportionnellement dans cette Assemblée nationale Donc qui vous était croyez, ultra dominée par les macronistes, alors que la France n'était pas toute macroniste? Donc François Pelleret, vous croyez, vous, au cas par cas, ou pour tel ou tel texte de loi, que ce soit sur le pouvoir d'achat, que ce soit sur la réforme des retraites, Emmanuel Macron aille chercher ici ou là une majorité qui ne sera pas forcément la même de mois en mois? Il n'aura pas besoin d'aller chercher, on va aller directement chez lui. Vous le voyez bien avec les LR. Il aura la majorité grâce aux LR. Ça, j'en mets ma main à couper. Il y aura une vingtaine de... Je ne suis pas du tout Philippe d'accord Marc. avec cette analyse. Pas de problème. Non, mais je pense que les LR sont bien décidés à s'inscrire dans une certaine forme d'opposition. Et je pense qu'on est... Dans l'idéal, ce qui serait souhaitable, ce serait d'aller vers un système de coalition, comme ça peut exister dans d'autres pays, et notamment chez nos voisins allemands. Sauf que nous ne savons pas faire. Là-bas, voilà, Oui. là-bas, il y a une Tout vraie un culture de ça, apprentissage, et nous, on a tout à apprendre de ça. Et là, il y a urgence. Donc, est-ce qu'on va réussir à vivre dans cette coalition? Sinon, je pense qu'on va vers vraiment un gros blocage. Un gros blocage. Oui, vous Je étiez pense là pas il que y, les a LR il y a une dizaine de jours en nous disant vivement qu'on arrive à la fin de ce second tour, puisque oui, ça va faire ouais. 2 ans que nous sommes dans une période électorale, une sorte de tunnel. Exactement. Je pense Vous qu'on en disiez, avait terminé. on va aller Vraiment, on va se c'est mettre au parti boulot. pour plusieurs mois, et Ouais. ça va être le feuilleton de l'été, je pense, et Ouais. peut-être même au-delà. Mais quand on voit la présidentielle, quand on voit les LR, on en a vu quand même beaucoup rejoindre le parti d'Emmanuel Macron. Là, ils ont 60 élus. Je pense qu'il y aura quand même un quart, un tiers, avec l'appât du gain, l'appât du pouvoir, tout ce que vous voulez, qui ira vers la République En Marche. Je pense que Emmanuel Macron va commencer par essayer de faire passer des textes de loi en s'appuyant un coup à droite, un coup à gauche, faire un zigzag législatif. Oui, c'est au cas par cas. Bon, ça peut pas durer trop longtemps non plus, certainement pas 5 ans. Donc, est-ce qu'il va pas céder à ce gouvernement d'union où il y aurait des ministres LR, pourquoi pas des ministres socialistes? Voilà, un gouvernement de coalition comme ça existe en Allemagne. Est-ce possible en France? Donc c'est la fin De fait- d'Elisabeth Borne pour vous? Elle vit Oui. ses dernières heures en tant que première ministre de la France? Ou dernier jour? Oui, Dernière dernier semaine? jour, oui. Je sais pas. Ça saurais serait dire. quand même complètement dingue. Hein. Ça serait totalement nouveau, mais ça existe chez nos voisins. J'ai du mal à y croire, tout simplement, parce Faire qu'Emmanuel Macron, quand même, voilà, c'est le président de la République, beaucoup de respect, mais il a quand même un ego, et je le vois mal, vraiment, rétro-pédaler, et donc dire à Elisabeth Borne, bon, t'as fait 3 semaines, c'est très bien, mais maintenant on met quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est un peu court.
En tout cas, il y a déjà des républicains qui revendiquent certains ministères. J'ai entendu certains qui disaient il nous faut le ministère de l'Intérieur, il nous faut le ministère de l'Éducation nationale. Et à partir de là, peut-être qu'on pourra créer une certaine forme de coalition avec En Marche. Alors, je vous entends sur cette situation nationale, mais aucun d'entre vous ne me parle de Jean-Luc Mélenchon, qui ne s'est donc pas relancé dans la bataille des législatives, il n'est forcément donc pas élu, et puis surtout, qui avait fait de ce troisième tour un tour pour qu'il soit Premier ministre. Au vu des résultats, donc plus de 130 NUPES, il a réussi ou il a échoué, Jean-Luc Mélenchon, dans son pari? Alors pour moi, il a réussi. Je viens de le dire. Pour moi, c'est une stratégie électorale gagnante. Quand on voit. Mais il n'est pas Premier ministre. Non, il n'est pas Premier ministre. Mais, il ne le sera pas. Mais en tout cas, il a réussi à bien ancrer la gauche au Parlement. Il le savait qu'il ne serait pas Premier ministre. Mais il a réussi, c'est un succès, à faire chuter Emmanuel Macron. C'était sa cible, lui faire perdre sa majorité, empêcher Macron de dominer cette France 5 années de plus. Je pense que c'est en ça le succès qu'il savoure, tout comme précédemment il a réussi à quasiment tuer le Parti socialiste lors des précédents scrutins et à prendre le leadership à gauche. Ça, c'était son premier objectif. Voilà, sa seconde cible, c'était Macron. Il a réussi à le faire chuter. Arnaud de Merlet, succès, victoire, succès, échec. il a réussi à mettre, excusez-moi l'expression, à mettre le bordel vraiment dans. Vous auriez pu dire le bazar. Mais non, je préfère être. C'est une expression mélenchoniste. Ouais, dans le bazar dans l'hémicycle, clairement. Aujourd'hui, même s'il y a peut-être des dissensions actuellement au sein de la NUPES, aujourd'hui, concrètement, la NUPES est le premier parti derrière La République En Marche. Donc, qui aurait pensé ça il y a quelques semaines? Il a permis à la gauche de remporter des sièges et il est devant le Rassemblement national, alors que sur la présidentielle, il est derrière. Donc, pour moi, il a tout gagné et il savait pertinemment que même, c'était une utopie, même si la NUPES aurait eu la majorité relative ou quoi que ce soit, il n'aurait pas été nommé à Matignon. Emmanuel Macron aurait nommé quelqu'un d'autre. Donc, alors, effectivement, c'est une grosse victoire de la part de Jean-Luc Mélenchon. Donc, autour de la table, grand gagnant s'appelle Jean-Luc Mélenchon. Et pour finir, aussi le grand gagnant, on en a beaucoup parlé, c'est malheureusement l'abstention, c'est la grande gagnante, puisque en Moselle, vous allez le voir, eh bien, les taux d'abstention sont très très élevés en 2022, donc avec 58-78 au premier tour, et au deuxième tour, c'est encore pire, mais il fallait s'y attendre, puisque ceux qui sont déçus ne vont pas voter, 60,61. Qu'est-ce que ça vous inspire rapidement, messieurs, sur cette élection? Alors on en a déjà un peu parlé en Poitillé. Ouais, on grimpe même jusqu'à 65% sur des circos comme Forbach et Thionville-Ouest. Ce que ça m'inspire justement, ces résultats, c'est que ça a fait le jeu du Rassemblement national, clairement, sur ces deux circonscriptions. Et ça montre le désintérêt croissant d'élection en élection pour la politique. 5 circos sur 9 où l'abstention dépasse les 60% quand même. Hein. 5 sur 9, ça montre encore ce particularisme mosellan dont on ne peut pas être forcément très fier, mais on est, je crois, l'avant-dernier département en termes de participation. Arnaud, c'est triste de voir à quel point nos concitoyens se désintéressent des élections. Oui, il y a plusieurs raisons à ça. Et le premier, c'est ce désintérêt. Ils n'ont pas été entendus au niveau de l'élection présidentielle, puisque c'est vrai, tu parlais d'alliance de raison. L'élection d'Emmanuel Macron, c'est presque faute de mieux, finalement, puisque c'était Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Et ben là, c'est la même chose, en fait. Les gens ne se reconnaissent plus en politique, ne s'y retrouvent plus, et préfèrent profiter de la vie plutôt que d'aller voter. C'est dommage. Je voulais juste revenir avec vous, Jérôme, pour terminer, sur Belkir Belhaddad, qui nous a fait part quand même, on peut lire, entre guillemets, qui devrait être secrétaire d'État. Petites aspirations nationales, oui. Petites aspirations nationales. En tout cas, il aspire à l'être peut-être au niveau des sports. Ouais. Joker, a-t-il dit. Oui, Joker, exactement. On voit que vous avez beaucoup suivi. Je vous remercie. Je suis absolument fan. Merci. Merci, messieurs, Philippe Marc, François Pelleret, Arnaud de Merlet. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pendant cette quinzaine spéciale élection législative en partenariat donc avec France Bleu et le Républicain Lorrain. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Moselle TV. Bonsoir.